Un homme renaît en gobelin, un être considéré comme le plus sale et le plus faible dans ce monde. Mais il choisit de s'allier avec une femelle gobelin, la seule de son espèce, pour devenir le légendaire dieu gobelin. Cette décision est pour le moins surprenante car les gobelins sont généralement considérés comme des créatures inférieures. Il est important de noter que ce personnage possède un système qui ne s'est pas activé depuis 2 ans et demi, ce qui le rend encore plus vulnérable. Les humains, quant à eux, ont développé une force considérable qui leur permet de dominer les monstres de ce monde. Notre héros, en tant que gobelin, doit donc trouver un moyen de se renforcer pour survivre. La situation devient encore plus complexe lorsqu'un humain en armure, Lodel, apparaît et attaque les gobelins. Les statistiques de Lodel sont impressionnantes, avec des attributs 10 fois supérieurs à ceux des gobelins. Notre héros est alors confronté à un adversaire redoutable qui semble ne pas hésiter à attaquer même ses propres alliés. La jeune fille humaine, Celia, qui a été enlevée par les gobelins, est sauvée par notre héros qui se montre différent des autres gobelins. Cependant, Lodel ne croit pas à cette histoire et accuse notre héros d'avoir souillé Celia. La situation devient de plus en plus tendue et notre héros doit trouver un moyen de se défendre contre Lodel et de protéger Celia. L'arrivée de la sainte femme Ifreya change la donne. Elle semble avoir une attitude bienveillante envers notre héros et décide de le ramener en ville pour l'étudier. Cependant, il est important de noter que Ifreya cache peut-être des intentions cachées et notre héros doit rester vigilant. La situation prend un tournant dramatique lorsqu'il est révélé que Lodel a tué Celia et que Ifreya est en réalité qu'une grande perverse qui utilise son pouvoir pour manipuler les villageois. Notre héros est alors confronté à une situation où il doit faire face à des ennemis puissants et manipulateurs qui ne semblent pas hésiter à utiliser la violence pour atteindre leurs objectifs. Avant même que l'histoire s'explique, elle frappe. Voilà comment ça commence. Ifreya déclare d'une voix froide « Tu oses, sale gobelin, remettre en question la preuve de notre humanité ?» Elle accuse notre héros d'avoir ensorcelé Celia, ce qui a conduit à la trahison de l'humanité et de l'ordre saint. La situation est tendue et Ifreya menace notre héros d'une lueur de feu jaillissant de sa main. Le système s'active alors officiellement, informant notre héros qu'il est mort à cause de sa stupidité et qu'il a oublié son identité. Le système offre à notre héros la possibilité de recommencer, avec la promesse d'une nouvelle vie et de la possibilité de changer son destin. Notre héros accepte cette offre et se retrouve dans la grotte des gobelins, une semaine avant les événements précédents. Les attributs de notre héros ont été légèrement renforcés par le système et il reçoit un message lui rappelant que le danger n'est pas écarté et que l'ordre saint va arriver bientôt. Notre héros doit trouver une stratégie pour faire face à la situation et survivre. Il active la simulation de la vie qui lui permet de prévoir l'avenir et de faire le meilleur choix. La simulation lui présente 3 options. S'allier aux gobelins de son clan pour combattre le groupe de l'ordre saint, abandonner les autres gobelins et fuir seul, ou se cacher dans la grotte et espérer que le groupe de l'ordre saint ne le découvre pas. Notre héros choisit la première option, qui lui permet d'obtenir 10 points. Il utilise ces points pour acheter un petit poignard ordinaire, qui est une différence notable par rapport au simple bâton en bois des gobelins. Notre héros demande au système pourquoi il n'a pas vu Celia dans la grotte, et le système explique que la renaissance de l'hôte a modifié les détails de la ligne temporelle. Celia n'a pas été enlevée par les gobelins et vit encore heureuse dans le village. Il se cache dans l'ombre de la grotte et imite la voix d'une jeune fille pour attirer l'attention de 2 hommes de l'ordre saint. Il les tue rapidement, en utilisant son poignard et son intelligence pour les prendre par surprise. Il se dirige ensuite vers les bois, en direction opposée à celle de Lodel et Ifreya. Il les entend arriver sur place et les observe de loin, en se réjouissant de les avoir semés. Lodel et Ifreya arrivent sur place et examinent les corps des 2 hommes que notre héros a tués. Lodel est perplexe et se demande comment un gobelin a pu s'échapper. Ifreya réfléchit un instant et suggère que le gobelin doit être une variante. Lodel donne un coup de pied dans le cadavre et déclare que même une variante de gobelin ne peut pas être maîtrisée. Ifreya affiche un sourire pervers et déclare qu'une variante de gobelin serait très intéressante et qu'elle aimerait bien s'amuser un peu avec lui. Le temps passe rapidement. Et la nuit tombe. Après plusieurs heures d'évasion, le protagoniste peut enfin s'arrêter pour se reposer. À ce moment-là, un plan de vengeance se forme dans son esprit. Puisque les humains détestent tant les gobelins, il décide de combattre à la manière des gobelins, en augmentant son niveau, en se reproduisant et en dévorant, caractéristique d'autres espèces. Il veut que chaque homme vive uniquement dans l'espoir de mourir, et que chaque femme soit à ses pieds, gémissant et hurlant. Alors qu'il réfléchit, il se fait interrompre par un bruit dans les buissons. Il s'approche et découvre que ce n'est pas un membre de l'ordre sacré, mais un gobelin comme lui. Le gobelin est effrayé par son apparition soudaine et tombe au sol. Le corps caché sous les vêtements est partiellement exposé, révélant qu'il s'agit d'un gobelin femelle. Le protagoniste est complètement stupéfait, car dans sa compréhension, le gobelin
Les gobelins n'ont que des sexes mâles. La gobeline femelle tremble de tout son corps et supplie précipitamment « Ne me faites pas de mal, je suis juste venu chercher de l'eau ». Le protagoniste ne dit rien, mais son esprit est encore plus choqué. Une fenêtre d'information apparaît devant ses yeux. Petit gobelin, classe, messager des dieux, devenir gobeline femelle. Si un gobelin mâle s'unissait à elle, il pourrait devenir le légendaire dieu des gobelins. Le protagoniste est abasourdi par cette information et voit l'opportunité de changer radicalement son destin. La petite gobeline, sentant son regard, se met à pleurer, expliquant qu'elle a été envoyée par le chef pour chercher de l'eau et qu'elle sera tuée si elle ne revient pas. Notre héros décide de l'aider et de la protéger, ce qui le conduit à rencontrer le prêtre gobelin, un personnage puissant et cruel qui règne sur le clan. Le prêtre gobelin, dont le nom est Grand Gobelin, est un personnage de niveau 25 avec la profession de prêtre et le titre de machine à reproduction. Il possède des compétences telles que la bénédiction divine et la capacité de contrôler génétiquement les autres gobelins. Notre héros est impressionné par la puissance de Grand Gobelin, mais il est également déterminé à survivre et à protéger la gobeline femelle. Lorsqu'ils arrivent à la tribu, Lin Tian est confronté à la méfiance des autres gobelins, qui s'approchent de lui avec leurs armes. Il déclare « Je suis venu pour me joindre à vous, faites-moi rencontrer votre chef ». Les gobelins sont prêts à l'attaquer, mais la petite gobeline intervient, essayant de les calmer. Une voix rauque et froide résonne alors, et un vieux gobelin sort d'une hutte grise et noire. Il porte des colliers faits d'os et tient une massue fabriquée à partir d'un crâne humain. Le prêtre gobelin ordonne aux autres gobelins de s'arrêter et s'approche du protagoniste. Il hume sa personne avec son long nez parsemé de boutons noirs et demande « Tu ne portes pas l'odeur du mensonge ? Parle !» Lin Tian explique alors qu'il aimerait se joindre à la tribu et prétend pouvoir fabriquer des armes. « Quelles armes peux-tu fabriquer ?» Le protagoniste explique qu'il peut fabriquer des armes en fer simple avec de la matière première en minerai de fer et que, avec du temps, il pourrait créer des armes encore plus puissantes. Les gobelins sont bouleversés par cette proposition, car ils savent que les armes en fer sont ce qui leur permettrait de ne plus avoir peur des humains et même d'attaquer la tribu elfique du Nord. Le prêtre gobelin comprend l'importance des armes en fer et décide de donner au protagoniste une chance. Il lui donne 3 jours pour trouver du minerai de fer et fabriquer des armes, sinon il mourra, ainsi que la petite gobeline. Le protagoniste accepte le défi et part avec quelques gobelins à la recherche de minerai de fer. Après une journée et une nuit de marche, la petite gobeline est épuisée, mais ses congénères gobelins la poussent à continuer, la traitant de sale truc moche. Ils se mettent alors à frapper la petite gobeline à coups de pied et de poing. Voyant cela, le protagoniste ramasse une pierre et la jette directement sur la tête de l'un. Vous êtes venu ici pour aider à trouver du minerai, pas pour vous battre, je vous ai déjà dit à quoi ressemble la mine de fer. Si vous voulez vivre, trouvez-moi une pierre de minerai. Sinon, vous mourrez tous. En voyant l'arme que le protagoniste tient, plusieurs gobelins tremblent de peur. Il va nous tuer avec cette arme en fer, fuyons! Putain, quand on aura trouvé le minerai, le chef ne nous laissera pas vivre. Le protagoniste comprend bien ce que cela signifie. Même s'il fabrique des armes en fer, il sera toujours marginalisé dans la tribu. Être tué est juste une question de temps. Il est temps de penser à renforcer ses capacités. Le protagoniste se souvient de la description du panneau du système de la petite gobeline. S'il s'unit à elle, il deviendra la légendaire dieu des gobelins. Il s'approche donc d'elle et essuie doucement les larmes sur son visage. Gobu Yue, veux-tu être avec moi ? Si tu m'accompagnes, à partir de maintenant, je te protégerai, je te donnerai de la viande, un nid chaud, et personne n'osera plus t'insulter. À ces mots, Gobu Yue lève les yeux, plein d'espoir. Vraiment ? Le protagoniste répond sérieusement. Je tiens parole, mais nous sommes trop faibles pour le moment. J'ai besoin que tu m'aides à devenir plus fort. Gobu Yue est un peu perplexe. Alors comment faire pour que tu deviennes plus fort ? Le protagoniste s'approche lentement, la regardant avec intensité. Si tu deviens ma femme, tu pourras me rendre plus fort. Gobu Yue rougit violemment. D'accord, je le fais. 2 secondes et demie plus tard, le système envoie une notification. Di Heng, le maître aura 7 enfants avec Gobu Yue à l'avenir. Mais après avoir eu 7 descendants, le niveau monte à 7. Cela signifie que plus j'aurai d'enfants avec Gobu Yue, plus mon niveau maximum augmentera. À l'avenir, il pourrait même dépasser le niveau 100. Et plus j'aurai de descendants, plus ma puissance et mon niveau maximum s'élèveront. Ensuite, Lin Tian ramasse la robe en tissu par terre et la jette à nouveau sur Gobu Yue. À partir de maintenant, tu es à moi, je te protégerai toute ma vie. C'est à ce moment qu'un cri perçant retentit. On voit un gobelin s'enfuir précipitamment en tenant un minerai de fer, poursuivi par une créature féroce. Au moment où le gobelin allait succomber dans la gueule du loup démoniaque, Lin Tian bondit en l'air et enfonça violemment le poignard dans la hanche du monstre. Le loup démoniaque se débattit un instant avant de finalement mourir. Le protagoniste regarda le gobelin sauvé. « Bien joué, donne-moi le minerai de fer. » Le gobelin, effrayé, leva aussitôt le minerai devant lui. Après l'avoir examiné,
Le protagoniste sourit, satisfait. L'orange est acceptable. Trouvez-en plus. Quand on rentrera, je vous fabriquerai des armes. 2 jours et demi plus tard, le protagoniste avait fabriqué des plaques de fer rudimentaires à partir du minerai. Ensuite, il attacha ces plaques avec de la corde de chanvre à des bâtons, formant ainsi une lance de fer tranchante. Il l'agite pour tester. Elle perce facilement le cadavre du loup démoniaque. Les autres gobelins, voyant cela, poussèrent des cris de joie. Avec des armes, toute la tribu sera bien plus puissante. Alors on pourra attaquer la tribu des elfes et épouser les filles elfes. Le protagoniste leva haut sa lance de fer. Vous voulez des lances de fer? Vous voulez conquérir le royaume des elfes? Entendant les acclamations des gobelins autour de lui, le prêtre gobelin afficha une expression sombre. Il ne pouvait pas permettre que son autorité dans la tribu soit ébranlée. Il planta violemment sa baguette au sol. Tu n'as pas menti, tu sais vraiment fabriquer des armes en fer. Mais rester ici ne sera pas si simple. Tu dois fabriquer 50 de ces armes en 2 jours. Après avoir dit cela, il s'éloigna. Les autres gobelins, entendant les paroles du chef, crièrent « Le grand chef est aussi méchant que les humains. Lintian, on va t'aider à fabriquer les armes. » Le protagoniste sourit légèrement, imperceptiblement. C'est exactement ce qu'il voulait. Le temps passa rapidement. 2 jours plus tard, après avoir veillé sans dormir, le protagoniste avait finalement fabriqué 58 armes. De nombreux gobelins l'entouraient, criant de joie et célébrant. À cet instant, la position du protagoniste dans la tribu dépassait largement celle du prêtre gobelin. Mais celui-ci, contrairement à son attitude habituelle, afficha un sourire. « Tu y es arrivé. Très bien, ce soir, mangez à satiété. Célébrons l'arrivée de Lintian parmi nous. » Gobuyue tendit un petit sanglier grillé au protagoniste. « C'est réservé spécialement pour toi par le prêtre ?» Le protagoniste le prit et commença à manger sans attendre. Mais à peine 2 minutes plus tard, ses pupilles se dilatèrent et il prit une expression de douleur, puis il se mit à convulser et à s'effondrer sur le sol. À ce moment, le prêtre gobelin s'approcha en tenant sa baguette, triomphant. « Ah ah ah, tous des imbéciles! Tu croyais vraiment être si intelligent, étranger? Tu croyais que je ne voyais pas ta nature sauvage? Celui qui ose défier l'autorité du prêtre ne peut que mourir. » En disant cela, il saisit Gobuyue et ricana. « Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas? Eh bien, admire bien comment ce traître va se faire trancher la tête. Regarde comment tu vas encore te vanter devant moi. » Le prêtre gobelin griffa la peau de Gobuyue avec ses ongles acérés. Mais soudain, un bruit sourd retentit. Son bras fut soudainement tranché en 2 par le protagoniste. Le prêtre gobelin regarda incrédule l'homme indemne de devant lui. « Comment? Tu n'as rien ?» Le protagoniste sourit froidement. « Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Je jouais juste la comédie avec toi. » Le prêtre gobelin devint livide. D'un geste de sa main gauche restante, il arracha la chaîne de crâne autour de son cou, puis la lança violemment vers le protagoniste. Le protagoniste fit un pas de côté, esquivant l'attaque, puis il se déplaça rapidement à côté du prêtre gobelin. Son poignard s'éleva haut dans les airs, puis s'abattit violemment sur la gorge du prêtre gobelin. Une gerbe de sang jaillit, la tête du prêtre gobelin roula sans force sur le sol. La raison pour laquelle le protagoniste avait gagné si facilement n'était pas seulement que ses attributs s'étaient considérablement améliorés après avoir fusionné avec Gobuyue, mais aussi que le prêtre gobelin, en tant que créature magique de type mage, n'était pas doué pour le combat rapproché ni pour la défense. Les gobelins autour, voyant cela, furent terrifiés et tremblèrent de peur. Le protagoniste les regarda d'un regard froid. « À partir de maintenant, je suis votre nouveau chef. Je vous mènerai à l'attaque contre les elfes, contre les humains, je vous ferai doro avec eux, et nous aurons à jamais de la viande à satiété. » Ces gobelins, les gobelins hésiteraient 2 secondes et demie avant de s'écrier avec enthousiasme « Chef, chef !» Puis le protagoniste pointa du doigt le cadavre du prêtre gobelin. « C'est à vous !» À ces mots, la horde de gobelins se rua aussitôt, se jetant sur le corps du prêtre pour le dévorer jusqu'à la moelle. Le protagoniste ne fit que regarder la scène, les yeux brillants d'attente. Soumettre la tribu des gobelins n'était que le début de sa vengeance. À présent, il voulait que la tribu des elfes élève, pour sa tribu, une nouvelle génération encore plus puissante. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que cette scène avait été vue par la princesse elfe Cassandra, cachée dans l'ombre. Aussitôt, elle retourna au village elfique pour faire son rapport. Le village elfique se trouvait dans la forêt des 1000 formes, au nord. Là-bas poussaient de gigantesques arbres, dont les troncs mesurent parfois plus de 10 mètres de circonférence. Les elfes aiment creuser des maisons dans les troncs élevés, ce qui leur offrait un abri sûr et les protégeait efficacement des attaques sournoises. De plus, les elfes étaient tous experts au tir à l'arc, ce qui rendait leur village presque imprenable. C'est pourquoi les elfes avaient dominé la forêt pendant des millénaires. Cassandra pousse la porte et découvre une scène qui la fait rougir jusqu'aux oreilles. La reine elfe, allongée sur le lit, est entourée de plusieurs elfes mâles qui lui prodiguent des attentions confortables. La rougeur sur son visage n'est pas encore dissipée,
et Cassandra baisse la tête, gênée, avant de s'excuser rapidement. La voix de la reine elfe est douce et mûre et elle émet un petit rire en arrêtant Cassandra. « Attends ma chérie, tu as l'air pressée, qu'est-ce qui t'arrive ?» Cassandra se ressaisit et rapporte l'incident des gobelins. « Ce matin, j'ai découvert dans la forêt près de l'est un énorme ours brun noirci, complètement dévoré. » La reine elfe parut surprise. Cela mérite attention. Un tel ours brun pourrait causer des dégâts dévastateurs à une tribu elfique. Cassandra poursuit. D'après les traces de combat et de chasse sur place, il y avait des empreintes de pieds de gobelins partout. Il est fort probable que ce soit eux. La reine elfe, surprise par ces informations, commence à réfléchir aux implications de cette nouvelle menace pour son peuple. La reine elfe affiche une expression grave. Un nouveau chef? Il semble que le nombre de gobelins dans la forêt soit revenu à un niveau presque normal. Cassandra, va avec quelques membres de la tribu et nettoie bien les gobelins. Mais ne les tue pas tous d'un coup. Garde-en quelques-uns vivants. Le cœur des gobelins est un excellent tonique pour les elfes mâles du village. Cassandra acquiesce et s'apprête à partir, mais la reine elfe l'arrête de nouveau. « Ma chère princesse, tu as travaillé dur ces derniers jours. Mère va te récompenser ce soir avec un elfe mâle. Si ce n'est pas suffisant, il y a aussi... » Cassandra rougit violemment et s'éloigne précipitamment. « Votre Majesté, je dois encore faire une reconnaissance ce soir. Je reviendrai vous faire un rapport si nécessaire. » Lin Tian, quant à lui, est en train de renforcer sa position au sein de la tribu gobeline. Il a déjà commencé à fabriquer des armes en fer pour ses guerriers, ce qui leur donnera un avantage significatif sur leurs ennemis. Les gobelins, excités par cette nouvelle puissance, commencent à célébrer leur nouveau chef et à se préparer pour la bataille à venir. Lin Tian, quant à lui, reste calme et concentré, sachant que la route vers la vengeance sera longue et difficile. Quelques jours plus tard, dans la tribu des gobelins, un gobelin raconte « Chef, une branche représente une maison en arbre. Il y a environ 30 maisons elfiques dans la forêt des 1000 formes. Elles sont toutes très hautes. » Le chef gobelin hoche la tête. « Bien fait, je te récompenserai avec 2 elfes. » Le gobelin s'exclame, riant aux éclats. « Merci, chef. Vive le chef !» Il se précipite aussitôt pour préparer les armes avec ses frères. Lan Tian commence à réfléchir à ses prochaines actions. 30 maisons elfiques, en comptant 2 elfes par maison en moyenne. Cela fait 60 elfes. Ajoutons à cela plus d'une dizaine d'elfes dans les points d'extraction de minerais, ce qui fait au moins 70. Chaque elfe a une puissance de combat globale d'environ 250. Depuis la mort du prêtre gobelin, Lin Tian a mené ses troupes à une série de victoires, et les gobelins ont tué 3 monstres de niveau 2 et 1 monstre de niveau 1. Ils ont également acquis de nouvelles compétences grâce à leur habileté de base, dévoration de l'ADN. Outre l'augmentation de leur force physique, les gobelins ont également obtenu des compétences telles que gros os et peau épaisse qui améliorent leur défense. Li Tian se sent de plus en plus confiant en ses capacités et en celles de ses troupes. Il sait que les elfes sont puissants, mais il est convaincu que les gobelins peuvent les vaincre. Il décide de lancer une attaque surprise contre les elfes, en utilisant leur habilité de déplacement furtif et leur connaissance de la forêt pour les prendre au dépourvu. Il est important de noter que le chef gobelin a une compréhension approfondie de la situation et de la stratégie des elfes. Il a découvert la présence du guetteur elfe et a compris que les elfes étaient en train de surveiller les gobelins. Cela lui donne un avantage certain dans la préparation de son attaque contre le clan elfe. Quelques jours plus tard, Cassandra fut réveillée par de l'eau. Lin Tian la saisit par le col et commença à lui parler. Mais Cassandra serra les dents, tremblant de tout son corps, et le menaça, disant que sa mère ne les épargnerait pas si elles osaient toucher un seul cheveu de sa tête. Lin Tian sourit froidement et commença à réfléchir à ses prochaines actions, se demandant pourquoi les elfes ne ressemblaient pas à ceux que ses subordonnés décrivaient. Il se tourna vers les gobelins derrière lui et leur ordonna d'aller manger les 2 elfes morts dehors et d'absorber leurs compétences. Ensuite, il se tourna vers la princesse elfe et lui sourit froidement, disant que c'est avec elle qu'il allait créer une nouvelle famille. 2 secondes et demie plus tard, le système lui envoie une notification. Lin Tian a acquis les compétences elfiques avancées et marche de nuit, ce qui lui donne un avantage certain dans la préparation de son attaque contre le clan elfe. Pendant ce temps, dans la cabane de la reine elfe de la forêt des 1000 formes, la reine elfe ordonna à ses subordonnés d'attraper davantage de gobelins. Après tout, les gobelins étaient une grande ressource pour les elfes mâles car ils pouvaient augmenter la capacité de reproduction du clan. La reine elfe demanda si la princesse Cassandra était de retour. L'elfe mâle répondit « Cassandra est sortie pour une affaire. Elle devrait être rentrée depuis longtemps. » La reine elfe fronça les sourcils, se demandant ce qui avait pu arriver à sa fille. La reine elfe demanda d'envoyer quelques mâles sur les traces de sa fille. Cependant, ce même soir marqua l'invasion des gobelins. La cabane fut le théâtre d'une scène tendue, où le chef gobelin se trouva face à face avec la reine elfe. « Reine elfe, votre Cassandra ne rentrera pas aujourd'hui. » Ces paroles sont prononcées avec un sourire froid, laissant peu de place à l'interprétation. La reine elfe, comprenant les intentions du chef gobelin,
se met en colère et abat son épée sur lui, mais il l'esquive facilement en se décalant sur le côté. Reine Elfe, votre tribu est maintenant encerclée par nous. Si vous vous rendez rapidement, je considérerai de vous traiter avec bienveillance. La situation est claire, la tribu Elfe est en position de faiblesse et le chef gobelin détient l'avantage. La reine Elfe, réalisant la gravité de la situation, s'efforce de maintenir son calme, mais elle s'effondre soudainement, incapable de bouger. Pourquoi mon corps ne peut-il plus bouger? La réponse de Lin Tian est sans équivoque. La flèche que vous avez saisie contenait du fluide de gobelin. Une fois en contact, le corps est rapidement paralysé. Je vous conseille de rester raisonnable. La scène qui suit est celle d'une reddition. La reine Elfe acceptant la situation et demandant que ses enfants soient épargnés. Lin Tian, après avoir assuré la soumission de la tribu Elfe, se tourne vers la princesse Elfe et lui dit « Restez tranquille ici pour accoucher. Ne nourrissez aucune mauvaise intention. Sinon je ne ferai pas de miséricorde et je vous tuerai sans hésiter. » Le temps passe et la tribu gobeline accueille enfin ses premiers nouveau-nés nés de l'union entre elfes et gobelins. La scène est celle d'une nouvelle vie, mais également de la consolidation du pouvoir du chef gobelin. La reine Elfe, après avoir donné naissance, reçoit une visite du chef gobelin qui lui annonce que les conditions de vie des elfes seront améliorées avec une ration de nourriture 2 fois plus importante que d'habitude. La scène se déplace ensuite vers la ville humaine où le chef gobelin se rend pour accomplir une mission. La reine Elfe, avant son départ, avait utilisé la compétence de furtivité de la race elfique sur son corps, lui permettant de se déplacer sans être repéré. Le chef gobelin, arrivé à la ville de Lumière, constate que les rues sont pleines de soldats en patrouille. Il se cache dans l'ombre, réfléchissant à la situation. Pourquoi la ville est-elle soudainement devenue si strictement surveillée? Le chef gobelin, après avoir réfléchi, décide de chercher Lodel et les autres pour se venger. La suite de l'histoire sera décisive, le chef gobelin étant déterminé à accomplir sa mission. Le chef gobelin, avec son intelligence et sa stratégie, est prêt à affronter les défis qui l'attendent. La scène s'ouvre sur la place du village, où un panneau d'affichage rassemble les habitants. Le classement des équipes d'aventuriers de Lumière y est affiché, et l'ancienne équipe de héros de Lodel occupe la première place. Le protagoniste, animé par la volonté de vengeance, se dépêche de chercher des indices, conscient que chaque minute compte. En passant devant la taverne, une voix familière retentit à l'intérieur. « Aujourd'hui, c'est moi qui paye, buvons bien et bien !» Bien. Le protagoniste s'arrête net, un sourire involontaire se dessinant sur ses lèvres. Il a enfin trouvé Lodel, qui, un verre de vin à la main, se vante. Vous ne savez pas à quel point il était difficile de battre ce démon à 4 mains. Si ce n'était pas pour ma coordination avec Rouyan, j'aurais presque été tué par lui. Le patron de la taverne, d'un ton moqueur, intervient. Récemment, les dragons de l'île du Dragon sont en période de reproduction. Ils enlèvent les bêtes des bergers. Vous êtes si fort, pourquoi ne partez-vous pas tuer les dragons? Si les dragons attaquent Lumière et que la capitale ne dépêche pas de renfort à temps, les aventuriers de Lumière ne pourront certainement pas résister. Le silence s'abat sur la salle. Lodel ricane. Ce ne sont que quelques dragons, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Mon maître, la Sainte, est déjà en route. Avec elle, il n'est même pas nécessaire que la capitale envoie des troupes. Elle pourra facilement régler le problème des dragons. La foule s'emballe alors. Avec la Sainte parmi nous, avons-nous encore à craindre de combattre les dragons? Cette fois, si nous réussissons, Lodel, vous serez le grand héros de Lumière. Lodel jette une pochette de pièces d'or. Aujourd'hui, je saoule tous les guerriers, comme une célébration anticipée de l'arrivée de la Sainte et de la réussite de la chasse aux dragons. Après avoir rassemblé suffisamment d'indices, le protagoniste paye la note et s'apprête à partir. Lodel l'appelle « Hey guerrier, tu ne veux pas rester boire un verre ?» Le protagoniste répond d'un sourire froid. « Non, merci, il y aura d'autres occasions. » 2 jours et demi plus tard, la Sainte Alice arrive. La catapulte, extrêmement puissante, possède une puissance de combat globale de 2900, tandis que la Sainte de l'épée dépasse les 4000. Alors que l'heure approche, un rugissement de dragon brise la tranquillité de la ville de Lumière. Un énorme dragon rougeâtre apparaît, tenant un habitant dans ses griffes. La Sainte de l'épée regarde le dragon et ordonne à tous les aventuriers de la suivre sur les remparts. Notre protagoniste, qui observe la scène de loin, sourit en voyant que le moment de sa vengeance est enfin arrivé. Il donne l'ordre à ses gobelins de mettre son plan en œuvre, créant une agitation dans la ville pour distraire les aventuriers. Pendant ce temps, la Sainte de l'épée et les aventuriers tentent de tuer le dragon, mais celui-ci est trop puissant. Notre protagoniste observe la scène avec intérêt, notant que le moment de sa vengeance est enfin arrivé. La bataille contre les dragons est intense, avec des tirs de canon et des coups d'épée. Notre protagoniste observe la scène avec un œil critique, notant les faiblesses des aventuriers et la force des dragons. Il se demande comment ils pourront gagner contre un ennemi si puissant. Mais alors, un rugissement de dragon encore plus puissant retentit et un énorme dragon maléfique apparaît.
Les aventuriers sont pris de court et notre protagoniste sourit en voyant que le moment de sa vengeance est enfin arrivé. Il donne l'ordre à ses gobelins de passer à l'action et la bataille contre les aventuriers et les dragons commence. Ifria la Sainte se réjouit de son prochain combat contre les dragons, mais elle ignore que le chef gobelin a déjà tout prévu. Il a mis en place un piège pour les aventuriers et il est impatient de voir comment ils réagiront. Lodel le capitaine ordonne à ses hommes de contenir l'attaque du dragon maléfique, tandis que lui et Ifreya vont s'occuper des gobelins. Mais ils ne savent pas que le chef gobelin les attend, prêt à les surprendre. Un groupe de gobelins pénètre dans la ville pour semer le trouble, tandis qu'un autre groupe se dissimule en embuscade. Dans la ville de Lumière, l'équipe d'aventuriers de Lodel s'efforce de tuer un dragon volant, sous-estimant la difficulté même du plus faible d'entre eux. Lodel s'exclame « Cette fois, grâce à mon maître, moi, Lodel, vais enfin devenir un héros tueur de dragons !» Soudain, des cris retentissent. « Des gobelins ont envahi la ville !» Lodel, stupéfait, ordonne aux autres membres de résister à l'attaque du dragon maléfique et se précipite avec Ifreya pour éliminer les gobelins. En se dirigeant vers l'entrée des égouts, il tombe dans une embuscade. Les gobelins les attaquent, capturent Ifreya, et Lodel, encerclé, perd toute capacité de combat. Les deux autres membres, voyant leur chef capturé, s'apprêtent à intervenir, mais le protagoniste surgit derrière eux et les envoie instantanément rejoindre le dieu gobelin. Lodel, incrédule, s'écrie « Vous, gobelins, infâmes, je vais vous tuer !» Avant même qu'il ne termine, il est projeté en arrière par un coup de pied. Le protagoniste réprimande « Crétin, regarde bien la situation avant de parler. » Il ordonne alors à ses hommes de ramener Lodel et Ifreya au village, tandis que les autres montent sur les remparts pour éliminer les arbalétriers. De l'autre côté, la Sainte de l'Épée, au cœur de la bataille, découvre l'attaque des gobelins, mais la catapulte d'or pure devant elle est déjà en phase d'attaque. Sans attendre davantage, la mère dragon pourpre abat un point de fer en direction de la Sainte de l'Épée. Celle-ci se fige un instant, puis décide de réagir. La Sainte de l'Épée brandit son épée acier déchirant le vent contre la mère dragon pourpre. Une violente explosion secoue la ville, distrait la dragonne qui profite de l'instant d'inattention pour s'enfuir. Ces gobelins arrivent au bon moment. « Sainte, tu vas voir, dès que je serai remise, je ne te lâcherai pas », lance-t-elle en s'éloignant. La Sainte de l'Épée sombre et déterminée promet « Attends-moi. Un jour, j'irai sur l'île des dragons, et je vous exterminerai tous. » De retour en ville, elle découvre que Lodel a été enlevé par les gobelins. Elle éclate en jurant. Ce bon à rien, il ne peut même pas affronter des gobelins aussi faibles. Un aventurier s'empressa de lui expliquer. « Sainte, ces gobelins sont d'une puissance exceptionnelle. Chacun d'eux équivaut à un grand gobelin. Même le prince Lodel ne peut leur résister. » La Sainte de l'Épée se tourne alors vers la forêt magmatique et déclare « Je vais éliminer tous les clans de gobelins de la forêt magmatique. » À peine a-t-elle fait 2 pas qu'un habitant lui saisit le poignet. « Sainte, je vous en prie, restez. Si ces dragons maléfiques ou ces gobelins attaquent à nouveau, que deviendrons-nous » Les autres s'agenouillèrent aussitôt, implorant « Sainte, je vous en supplie, restez. Nous sommes tous des enfants du sanctuaire et de l'Empire. » À ces mots, Alice s'arrêta enfin. Les habitants avaient raison. Par rapport à un membre de la troupe des héros enlevé, protéger les fidèles du sanctuaire était sa véritable responsabilité. Le lendemain matin, une voix retentit dans la tribu de gobelins. Le chef a capturé 2 humains. On vit alors Lodel et Ifreya entrer dans la tribu, menottés puis être jetés sans ménagement dans un coin. Lodel, en voyant les elfes alentour, fut stupéfait. Ces gobelins ont-ils réellement capturé des elfes? Ifreya analysa aussitôt. C'est mauvais. Cette tribu a probablement un héros maître. Je dois rapidement éliminer la toxine de mon corps. Seulement alors nous aurons une chance de fuir. Mais à peine eut-elle éliminé la toxine que le chef gobelin arriva devant eux. Pas mal, Ifreya. Une capacité de récupération remarquable, hein? Tu as éliminé si vite la toxine de nos gobelins. À ces mots, Ifreya fut stupéfaite. Comment connais-tu mon nom? Que veux-tu faire? Le chef gobelin sourit. Bien sûr, je veux me venger. Sur ces mots, ses doigts s'enfoncèrent soudain dans la cuisse de Ifreya. La douleur intense de ses doigts traversant la chair la fit hurler de douleur. À côté, Lodel s'écria aussitôt « Sale gobelin, lâche-la immédiatement !» La seconde suivante, il fut projeté en arrière par une gifle. « Ne crie pas ainsi au chef !» Malgré la gifle qu'il avait projetée au sol, Lodel continua à menacer « Tu dois être un gobelin de haute intelligence. N'as-tu pas pensé aux conséquences de notre capture? Mon maître est le maître de l'épée humaine. Il peut tuer toute ta tribu d'un seul coup d'épée. » À ces mots, Lintian rit froidement. La Sainte de l'Épée, elle aussi est ma proie, et j'ai déjà envoyé des gens pour l'attirer ailleurs. Même si elle cherche, elle ne trouvera pas cet endroit. Puis Lintian regarda le gobelin berserker derrière lui et dit de conduire maintenant tous les gobelins de 2e génération vers la forêt démoniaque pour chasser des monstres. Montez rapidement en niveau. À cet instant, Lintian n'a qu'une seule pensée, terminer le processus d'évolution de ses troupes avant que les humains ne les retrouvent. Ensuite, il écrasa un pied sur la poitrine de Lodel
À partir de maintenant, tu dois répondre à mes questions sans rien cacher. Sinon, je ne sais pas quelle partie de ton corps manquera. Vous aimez bien torturer les gobelins, non? Il le sait, derrière leur rôle de héros se cachent des perfides trompeurs qui n'hésitent pas à tuer les humains capturés et les monstres, sous prétexte de ne pas souiller leur race. Quelle ironie! Il est temps de donner une bonne petite leçon à ces soi-disant êtres supérieurs. Il est temps de Doro, mes enfants. Une multitude de petits gobelins se jetèrent sur la sainte Ifreya, suppliant d'être épargnée. Ifreya crie de douleur, tandis que Lodel tente de la réconforter. La scène se termine avec le chef gobelin regardant Lodel et Ifreya avec dédain, réalisant qu'ils vont bientôt payer pour ce qu'ils ont fait. À ce stade du récit, tu lui fais confiance, toi? Quelques jours plus tard, les gobelins de 2e génération rentrèrent de chasse. Alors qu'ils étaient allés à l'ouest de la forêt magique, ils avaient découvert plusieurs gobelins de rang supérieur en train de massacrer une tribu de gobelins plus petits. À ces mots, Lintian fut intrigué. Les gobelins de grande espèce de l'ouest appartiennent à quel clan? Effectivement, Gobus avança. Chef, je sais, c'est la tribu des crocs de sang. Elle est entièrement composée de gobelins de rang supérieur. Lors de nos précédentes missions de recherche de monstres, plusieurs tribus attaquées portaient leur marque. Le chef gobelin s'anima aussitôt. Une tribu entièrement composée de gobelins de haut rang? C'est intéressant, si nous capturons leur chef et créons des gobelins de 3e génération, nos chances de résister à l'offensive humaine seront bien plus grandes. À côté de lui, Lodel éclata de rire. Hahaha, quelle bêtise! Même à l'agonie, vous rêvez encore. Même si vos gobelins sont puissants, ils ne pourront jamais affronter la cavalerie humaine. Le chef gobelin tourna les yeux vers Lodel, son regard se durcissant. Tu ne parlais plus, je croyais que tu étais mort. Puis il se tourna vers les gobelins. Vous n'avez pas fait la queue hier soir. Cet humain est à vous. La nuit arriva rapidement. La reine elfe, apprenant que le chef gobelin allait attaquer la tribu de Crocs de sang, fut surprise. On dit que la tribu de Crocs de sang est entièrement composée de gobelins de grande espèce. Tu y vas vraiment? Le chef gobelin sourit froidement. Je dois y aller. Je vais non seulement l'attaquer, mais aussi capturer son chef. J'ai déjà décidé du nom de notre tribu. Désormais, nous nous appellerons la tribu Tian. À ces mots, Gobu Kwang et Gobu Tian poussèrent des cris de joie. Chef, tu es le plus fort. Notre tribu a enfin son propre nom. Mais Gobu Yue, à côté, semblait inquiète. Chef, la tribu de Crocs de sang a anéanti tant de tribus. Elle semble très puissante. Allons-nous vraiment l'attaquer? Le chef gobelin tourna les yeux vers Ifreya à côté. Ne t'inquiète pas, nous avons encore une carte cachée. Le lendemain matin, ils arrivèrent à l'ouest de la forêt magique. Les environs du clan des Crocs de sang de la forêt magique, en termes de puissance globale de l'adversaire, comptent effectivement de nombreux gros gobelins, mais ceux-ci ne suffisent pas à menacer Lintian. Soudain, une silhouette soulève brusquement la tente, et tous les gobelins présents sont instantanément terrifiés, tremblants de peur. Lorsque cette silhouette est entièrement exposée à la vue, même le chef gobelin ne peut s'empêcher de ressentir une sueur froide, car ce gobelin est un héros gobelin de type gros gonflé, supérieur au simple gros gonflé. Heureusement, sa puissance de combat globale n'est que de 900 points, ce qui peut être géré par une dizaine de guerriers gobelins. Mais, vu sa taille et ses capacités, les toxines et les paralysies ne devraient pas avoir d'effet sur lui. Et l'attraper vivant ne sera pas une tâche facile. Lintian se rappelait alors qu'Ifreya, lors de son séjour dans le repère des gobelins, lui avait utilisé une certaine magie. Peut-être que cette capacité pourrait fonctionner sur ce type. Aussitôt, il retournait au clan des gobelins. Il apprit également par un petit gobelin que, à ce moment-là, Ifreya était au bord de l'effondrement, tant sur le plan de la volonté que du corps. Voyant Ifreya s'effondrer au sol, demandant au gobelin de le tuer afin de purger ses péchés devant le Seigneur, le chef gobelin comprit que c'était le moment idéal pour lui offrir un espoir. Il sortit donc une serviette chaude et commença à lui essuyer le corps. Mais dès qu'Ifreya reconnut le visage de l'interlocuteur, elle fut subitement terrifiée, criant « Ne t'approche pas !» La seconde suivante, elle entra dans une sorte de transe délirante, hurlant « Tu es un démon, je t'en prie, tue-moi, je ne veux plus vivre !» Lintian entendit un bruit sec, il n'hésita pas une seconde et lui assena une gifle. Puis, sous son regard étonné, il l'attira dans ses bras et murmura doucement « Ifreya, ma punition envers toi est terminée. » Après ces mots, Ifreya sembla saisir une bouée de sauvetage, demandant si tout cela était réel. Pendant que le chef gobelin calmait ses émotions, il lui assura qu'il tenait toujours ses promesses, mais à condition qu'elle renouvelle sa foi. À ces mots, Ifreya resta figée sur place, puis demanda ce que le chef gobelin voulait dire par « renouveler sa foi ». Mais dès qu'elle entendit son explication, à partir d'aujourd'hui, elle n'avait qu'à abandonner le dieu qu'elle avait toujours adoré, choisir de croire en Lintian et de devenir son animal de compagnie, afin d'échapper à la souffrance quotidienne. Ifreya n'hésita pas un instant et se mit à aboyer comme un petit chiot. Fort de sa vigueur, le chef gobelin ne put s'empêcher de la féliciter. « Ifreya, tu es vraiment formidable.
À partir de maintenant, je suis ton seul seigneur. Et toi, tu es mon petit animal de compagnie. » Après avoir entendu cela, Ifreya s'effondra aussitôt à genoux, affirmant qu'elle serait désormais le chien le plus obéissant du seigneur. Peu de temps après, le chef gobelin la prit dans ses bras et se dirigea vers une source thermale voisine, dans l'intention de l'aider à se laver de toute sa saleté. Profitant de la chaleur de l'eau, Ifreya murmura « Maître, vous êtes si bon avec moi. Ifreya est prêt à tout faire pour vous. » À ces mots, Lin comprit que le moment était venu. Il lui dit alors qu'il voulait voir son sortilège, boule de lumière sacrée du dragon. Au début, Ifreya était curieuse de savoir de quelles compétences il s'agissait. Mais rapidement, un livre de magie capturé aux elfes fut sorti. Alors que Ifreya commençait à réciter les incantations du livre, des symboles dorés se répandirent soudainement autour d'eux. Le livre de magie émit alors une lumière éblouissante. La seconde suivante, une cage empreinte d'une aura sacrée apparut devant lui. Voyant cela, notre protagoniste fut immédiatement ravi, car avec cela, il pourrait facilement capturer le héros gobelin. Mais alors que le chef gobelin entraînait Ifreya pour rassembler les membres, des pas derrière lui attirèrent l'attention de l'Odel. Réalisant la situation, il s'exclama aussitôt avec enthousiasme. « Super Ifreya, puisque tu as récupéré, tu vides ce gobelin !» Incrédule, notre protagoniste répondit qu'elle était déjà devenue sa petite protégée. L'Odel consterné répliqua qu'Ifreya est la fille du chef de la Sainte Église. Il est impossible qu'elle ait été dominée par un simple gobelin. À cela, Lin sourit avec mépris. « Ifreya, dis-lui si tu as agi volontairement. » Ifreya a répondu. « Tout cela est volontaire, maître. » À cette scène, l'Odel fut complètement abasourdi, ne comprenant pas ce qui se passait. Le lendemain, le chef gobelin et ses guerriers gobelins arrivèrent à l'ouest de la forêt magique. Le chef de la tribu Crocs de Sang savait que tout était perdu, mais il savait aussi que s'il s'enfuyait, personne ne pourrait l'arrêter. Cependant, avant de partir, il leva le poing et fonça vers notre protagoniste, criant « Même si je m'enfuis, je vais d'abord t'égorger, toi ce salaud aux pensées sombres. » Voyant cela, Lin ne paniqua pas du tout, mais appela calmement le nom d'Ifreya. À l'ordre reçu, Ifreya commença immédiatement à chanter un sort. Alors que des glyphes dorés montaient lentement dans les airs, une sphère de lumière sacrée enveloppa aussitôt le chef de la tribu Crocs de Sang. À ce moment-là, le chef Crocs de Sang était furieux au point de serrer les dents. Il savait que ce genre de sort de lumière de type sacré était absolument impossible à utiliser par un gobelin. Mais la seconde suivante, il fut complètement stupéfait. Le chef gobelin caressait la tête d'un humain et disait « Ifreya, tu es vraiment un bon petit animal de compagnie obéissant. Quand on rentrera, je t'offrirai une surprise. » À l'entente du mot récompense, l'expression d'Ifreya devint immédiatement rêveuse. « Maître, Ifreya sera toujours votre chien le plus obéissant. » Plus tard, face aux insultes du chef Crocs de Sang, dans cet état, il ne pouvait plus représenter aucune menace pour les gobelins. L'Odel, qui avait tout observé, tremblait de tout son corps, disant « Ce monstre a vraiment capturé un gobelin de type héros. Comment a-t-il pu faire ça ?» Le chef gobelin sourit froidement. La tribu Crocs de Sang était tombée et lui allait enfin obtenir la puissance qu'il recherchait. Lin venait de prendre une décision cruciale, celle de confier les travaux de reproduction artificielle aux autres gobelins, tandis que lui-même se chargerait de veiller sur eux pour éviter toute erreur. Ifreya, quant à elle, fut poussée vers Gobuyue avec l'instruction de se tenir correctement dans les prochains jours. La reine des elfes, observant cette scène, demanda instinctivement à Lin s'il avait un nouveau plan en tête. Ce à quoi il répondit en ouvrant sa veste et en annonçant qu'il devait aller voir quelqu'un. La ville de lumière était un endroit où la tribu gobeline ne pouvait pas se permettre d'affronter directement la garde chevaleresque, car l'intervention de la Sainte de l'Épée pourrait anéantir toute la race gobeline. Il était donc crucial pour Lin de trouver un allié capable de retenir la Sainte de l'Épée. Peu de temps après, il installa de nombreux cadavres sur la plage avec l'intention d'atteindre l'île du dragon. Les dragons volants, attirés par l'odeur du sang, prendraient ces cadavres comme nourriture et les ramèneraient dans leur nid à plusieurs centaines de kilomètres. Comme prévu, un dragon volant s'approcha de la plage et Lin se cacha rapidement dans le ventre d'un cadavre. Utilisant cette méthode simple pour atteindre l'île du dragon, le dragon saisit les cadavres et s'éleva lentement dans les airs, puis s'éloigna de l'île à une vitesse extrême. 2 heures et demie plus tard, le dragon jeta la nourriture dans une grotte. Lorsque l'obscurité s'installa, Lin sortit du ventre du cadavre, mais fut surpris par une voix derrière lui. Il semble qu'il y ait quelque chose d'étrange dans la nourriture. Une immense silhouette de dragon apparut devant lui, lui demandant pourquoi il avait osé entrer clandestinement dans son territoire. Face à la puissante pression exercée par la mère du dragon pourpre, Lin leva rapidement la main pour l'arrêter et déclara « Ne vous fâchez pas, je suis venu pour discuter d'un partenariat. » La mère du dragon pourpre réagit immédiatement, reconnaissant le gobelin qui avait attaqué la ville de lumière la dernière fois. Elle se moqua de l'idée que de simples gobelins osaient parler de partenariat avec elle, mais se transforma en forme humaine et demanda «
Puisque tu m'as aidé, tu veux aussi te venger de la Sainte de l'Épée, n'est-ce pas? Pour l'aide que tu m'as apportée lors de l'attaque surprise, que dirais-tu de nous allier pour éliminer la Sainte de l'Épée? La mère du dragon pourpre fut surprise par la proposition de Lin Tian, incapable de comprendre pourquoi une créature inférieure osait s'attaquer à la Sainte de l'Épée. Mais par curiosité, elle lui demanda « Qu'est-ce que vous, petit gobelin, pouvez bien faire? Dis-moi, comment comptes-tu t'attaquer à cette folle ?» Lin Tian expliqua que si la mère du dragon pourpre envoyait ses soldats dragons pour harceler sans relâche la Sainte de l'Épée, cela suffirait. La reine dragon pourpre s'approcha soudainement et demanda « Contre cette folle, la Sainte de l'Épée, une confrontation directe ne fonctionnera pas. Alors, comment comptes-tu procéder? Tu ne peux pas compter uniquement sur nous les dragons. » Lin Tian expose alors l'intégralité de son plan et la reine dragon pourpre afficha un sourire malicieux. « Je comprends. Avec votre méthode de meurtre par couteau suisse, les gobelins, vous ne perdrez pas un seul de mes soldats tout en pouvant venger cette femme de l'épée. Vous, gobelins, êtes vraiment les créatures les plus sournoises et cruelles. » Lin Tian réagit instinctivement. « Alors, nous concluons un accord ?» La reine dragon pourpre posa sa main sur sa joue et dit « Bien sûr, je n'aurais jamais pensé qu'il y ait un petit malin comme toi parmi les gobelins. Plus je te regarde, plus je t'aime. » Elle ne put s'empêcher de lécher ses lèvres et demanda « Dis-moi, pourquoi je ne te dévore pas ici, en te mordant le menton ?» Lin Tian ne put s'empêcher de soupirer, car les dragons en période de reproduction sont vraiment impulsifs. La reine dragon pourpre émit un reniflement froid et décida de lui donner une autre récompense. Peu de temps après, dans la tribu, Lodel réfléchissait à la façon de s'échapper de cet endroit, car son corps et son esprit avaient subi des tortures incessantes de la part des gobelins. Il remarqua soudainement une créature volante qui fonçait vers lui à toute vitesse et cria aux gobelins « Lâchez-moi immédiatement, je ne veux pas être brûlé par les flammes du dragon. » Les gobelins, ne comprenant pas pourquoi un dragon apparaissait ici, donnèrent aussitôt l'ordre à leurs hommes de se préparer au combat. Mais la seconde suivante, tous les gobelins furent pris de court par l'arrivée soudaine de cette créature volante, et Lin Tian se tenait prêt à profiter de la situation. On s'arrête là aujourd'hui. Si t'as kiffé l'histoire, n'hésite pas à le dire en commentaire. Like la vidéo, ça booste l'algo.